Par une nuit froide, un homme solitaire rencontra une fille affamée, chassée de chez elle par son beau-père, qui fouillait dans une poubelle à la recherche de pain. Sans savoir qui elle était, il la prit chez lui, déterminé à la protéger. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Un bracelet au poignet de la fille révéla une connexion surprenante avec le plus grand mystère de sa vie. Cette fille pourrait être la clé pour résoudre la disparition de sa sœur. Ce qu'il découvrit ensuite changea tout. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Anna se recroquevilla dans un coin de la pièce, écoutant les bruits de pas lourds de Carlos se rapprocher. Le son de ses bottes frappant le sol en bois résonnait comme des tonnerres dans ses oreilles. Il était encore en colère, comme toujours, depuis que sa mère était décédée 2 ans auparavant. C'était ainsi, la moindre chose, même insignifiante, semblait suffire à déclencher une explosion de rage. « Pourquoi es-tu encore là ? Je t'ai déjà dit que je ne vais pas nourrir les inutiles, » cria-t-il en frappant l'accoudoir d'une chaise. Anna se recula instinctivement, les yeux fixés au sol, tentant de tout faire pour ne pas croiser son regard. La maison où il vivait était petite et décrépite. Les murs jaunis étaient couverts de moisissures, et le plafond semblait prêt à s'effondrer à tout moment. C'était un endroit froid et sans vie, exactement comme Anna se sentait à l'intérieur. Elle n'avait que 10 ans, mais portait déjà un fardeau que beaucoup d'adultes n'auraient pas affronté de toute leur vie. Depuis la mort de sa mère, Anna était devenue la cible de toute la haine de Carlos. Il la tenait responsable de la mort de son épouse, comme si elle avait eu un quelconque contrôle sur cela. « As-tu au moins nettoyé le sol aujourd'hui ou es-tu là, assise, à rêver d'une vie que tu n'auras jamais ?» continua-t-il, la voix pleine de sarcasme. Anna secoua rapidement la tête et murmura un « oui », mais cela ne sembla pas suffisant. Carlos plissa les yeux et se pencha légèrement vers elle, comme s'il attendait une réponse plus élaborée. Quand elle ne dit rien, il souffla et sortit de la pièce en claquant la porte. Dans les rares moments de paix, Anna s'accrochait au souvenir de sa mère. Elle pouvait encore entendre sa voix douce chantant en lavant la vaisselle ou sentir le toucher doux de ses mains alors qu'elle lui coiffait les cheveux. Mais ces moments s'éloignaient de plus en plus, remplacés par l'état constant d'alerte dans lequel elle vivait maintenant. Ce soir-là, tandis que Carlos dormait, Anna resta assise par terre, regardant à travers la fenêtre brisée de la pièce. Dehors, le vent soufflait fort, faisant osciller les arbres. La lumière faible d'un lampadaire clignotait de l'autre côté de la rue, projetant des ombres qui semblaient danser sur le sol froid. Une larme roula sur son visage. Tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit où elle pourrait être aimée à nouveau, où elle n'aurait pas à s'inquiéter d'être chassée ou insultée à chaque seconde. Anna tenta de se concentrer sur les bons souvenirs de sa mère, mais chaque fois que son image surgissait dans son esprit, la sombre réalité revenait en force. « Est-ce qu'elle serait fière de moi ?» pensa-t-elle. Le lendemain matin, quelque chose de différent se produisit. Carlos rentra à la maison plus tôt que d'habitude, l'odeur de l'alcool imprégnant ses vêtements et une expression de fureur sur son visage. Il semblait plus irrité que jamais, et Anna savait que quelque chose était sur le point de se passer. « Ça suffit. Je ne vais plus supporter ça !» cria-t-il en ouvrant violemment la porte, si fort que la poignée frappa le mur. Anna recula, effrayée, son cœur battant la chamade. « Prends tes affaires et sors de ma maison maintenant !» Anna resta paralysée, incapable de comprendre ce qui se passait. Elle tenta de dire quelque chose, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. « Tu m'as entendu, n'est-ce pas ? Sors !» Carlos prit un vieux sac à dos, le remplit de quelques vêtements d'Anna et le lui lança. Elle trébucha, manquant de tomber, mais réussit à attraper le sac. « Mais où vais-je » réussit-elle enfin à murmurer, sa voix presque inaudible. « Je m'en fiche, sors !» cria-t-il de nouveau, les yeux plissés de rage pure, pointant vers la porte. Sans choix, Anna prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle jeta un dernier regard à la pièce. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur la chaise où sa mère s'asseyait habituellement. Une douleur au cœur la fit hésiter, mais le bruit de Carlos claquant la porte derrière elle la poussa à continuer. Le froid de la nuit fit frissonner son corps. Elle jeta un dernier regard derrière elle, espérant peut-être que Carlos changerait d'avis, mais la maison était silencieuse et les lumières éteintes. Il ne reviendrait pas. Pieds nus et le cœur lourd, Anna commença à marcher dans la rue, sans savoir où aller. La rue semblait déserte, sous la faible lumière du seul lampadaire clignotant, les ombres des arbres paraissaient plus grandes que d'habitude, se balançant sur le bitume avec le vent fort. Tandis qu'elle marchait, Anna murmura pour elle-même « Je vais trouver un endroit meilleur ». C'était la seule chose qu'elle pouvait faire.
Le vent glacial de la nuit lui coupait le visage alors qu'elle marchait sur le trottoir. Ses pieds nus étaient engourdis, mais elle continuait à avancer, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. À chaque hésitation ou pause de quelques minutes, la sensation d'abandon se resserrait autour de son cœur, comme un nœud impossible à défaire. Les lumières de la ville brillaient au loin, comme des phares lointains, mais pour Anna, elles ne signifiant rien. Cette ville, avec toute sa grandeur et son agitation, semblait indifférente au fait qu'une fille de seulement 10 ans était complètement seule et sans but. Elle serrait son sac contre elle, comme un bouclier. À l'intérieur, il n'y avait que quelques vêtements usés et le seul souvenir physique de sa mère. Un petit bracelet, un peu fané, mais pour Anna, il était précieux. Chaque fois qu'elle le regardait, elle sentait qu'il y avait encore une part de sa mère, qui veillait sur elle, même si c'était une illusion. Le froid était impitoyable, mais la faim semblait encore pire. La douleur dans son ventre était comme une lame qui la coupait de l'intérieur. Après des heures de marche, ses pas devenaient plus lents, ses jambes flageolantes. En passant devant une place animée, elle aperçut quelques personnes en train de rire et de discuter. Il y avait de la vie autour d'elle, mais aucune de ces personnes ne semblait remarquer qu'elle était là. Tentant de rassembler son courage, Anna s'approcha d'une femme bien habillée portant des sacs de course remplis de nourriture. « Excusez-moi, madame », tenta-t-elle de dire, mais sa voix était faible, presque engloutie par le vent. La femme la regarda brièvement, fronçant les sourcils, comme si elle était un dérangement. « Désolée, chère, je suis pressée », et elle s'éloigna en évitant Anna, comme si elle n'avait pas entendu sa demande. Anna n'insista pas. Elle était déjà habituée à cela. Les gens la regardaient toujours avec un mélange de dédain et d'inconfort, comme si sa présence était un problème qu'ils devaient éviter à tout prix. Comme toujours, elle avala le nœud dans sa gorge et continua de marcher. La nuit semblait encore plus sombre à mesure qu'Anna avançait dans les rues moins fréquentées. Les trottoirs se rétrécissaient et les bâtiments autour d'elle étaient vieux et mal éclairés. Elle sentait que la solitude pesait encore plus, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. C'est alors qu'une odeur familière et réconfortante la frappa, du pain frais. Anna leva les yeux et aperçut une petite boulangerie, avec des lumières encore allumées. L'arôme chaud semblait l'attirer. Son estomac grogna bruyamment, un son qui la fit rougir, bien que personne ne fût là pour l'entendre. Prudemment, elle s'approcha de l'entrée, mais n'eut pas le courage d'entrer. Elle se tenait là, sur le trottoir, observant les gens à l'intérieur. Une boîte en carton près de la poubelle attira son attention. À l'intérieur, il y avait des morceaux de pain brûlés sur les bords, mais qui semblaient encore mangeables. Les mains tremblantes, Anna se baissa et prit un morceau. Le pain était dur et froid, mais elle n'hésita pas. Elle le porta à sa bouche, prête à mordre dedans, quand une voix grave et étonnamment calme se fit entendre derrière elle. « Ça va ?» Anna se retourna brusquement, toujours en tenant le pain. L'homme qui l'observait était grand, vêtu d'un costume élégant. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux brun clair, mais aucune réprobation. Cela déstabilisa Anna. Tenta-t-elle de parler, mais les mots ne sortirent pas. Elle était effrayée, mais la gentillesse inattendue dans sa voix la fit hésiter. L'homme fit un pas en avant et s'abaissa pour se mettre à sa hauteur. « Tu ne devrais pas être ici toute seule. Où sont tes parents ?» Anna baissa les yeux et serra le morceau de pain contre sa poitrine, comme si cela pouvait la protéger. Elle ne voulait pas répondre, les mots semblaient coincés dans sa gorge, et la peur d'être jugée l'empêchait d'ouvrir la bouche. « Tout va bien », dit-il doucement, remarquant son hésitation. D'un geste délicat, il enleva sa veste et la posa sur ses épaules. « Viens avec moi. On va entrer dans la boulangerie. Tu peux manger quelque chose de chaud, d'accord ?» Les yeux d'Anna se remplirent de larmes. Ce n'était pas seulement la faim qui était soulagée à ce moment-là, mais aussi le poids de tout porter seule. Elle s'avança lentement, de peur que si elle parlait, ce moment magique disparaisse. À l'intérieur de la boulangerie, la chaleur et l'odeur du pain frais étaient presque écrasantes pour elle. L'homme commanda un café et un plat de pain, et Anna s'assit en silence, ne sachant pas comment réagir. « Tu peux manger » dit-il en souriant doucement. « Tout va bien. » Anna commença à manger lentement, comme si elle avait peur que tout cela ne soit qu'un rêve qui disparaîtrait soudainement. Chaque bouchée semblait alléger un peu le poids qu'elle portait. Pendant ce temps, l'homme l'observait attentivement, ses yeux scrutant chaque détail. Les vêtements usés, les pieds nus, l'expression de fatigue sur un visage si jeune. Il savait qu'il y avait quelque chose de profondément erroné. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, essayant de paraître aussi calme que possible. « Anna » répondit-elle d'une voix à peine audible. « Tu habites ici près ?» Elle hésita, jouant avec le pain dans ses mains.
Je n'ai nulle part où aller. Ces mots frappèrent Ricardo comme un coup de poing. Il ressentit une combinaison de pitié et d'indignation. Comment pouvait-on laisser une enfant seule ainsi? Ça fait combien de temps que tu es toute seule? Depuis hier, répondit-elle, détournant les yeux. Ricardo remarqua qu'elle était épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement, et décida de ne pas insister davantage. C'est bon maintenant, dit-il doucement. Tu peux te reposer, je vais t'aider. Une fois qu'elle eut fini de manger, Anna commença à somnoler sur sa chaise, incapable de lutter contre la fatigue. Ricardo, sans hésiter, paya l'addition et la porta jusqu'à la voiture. En conduisant, il n'arrivait pas à s'empêcher de penser à l'image d'Anna tenant ce morceau de pain avec tant de désespoir. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, Ricardo conduisit Anna vers une chambre d'amis, la coucha sous une couverture douce et éteignit les lumières avant de sortir. Quelque chose attira son attention sur le poignet d'Anna. Elle portait un bracelet simple à première vue, mais quelque chose dans ce bracelet lui semblait familier. Il y avait quelque chose à propos de cet objet, pensa Ricardo, mais il décida de ne pas tirer de conclusion hâtive. En sortant de la chambre, il fixa la porte fermée pendant quelques secondes. Sa maison, si grande et silencieuse, semblait soudainement moins vide. Quelque chose chez cette fille touchait une partie de lui qui était endormie depuis longtemps. « Qui es-tu, Anna » murmura-t-il pour lui-même, avant de se rendre dans son bureau où il passa la nuit à réfléchir aux questions sans réponse. Le soleil commençait à se lever lorsqu'Anna se réveilla. Elle cligna des yeux plusieurs fois, confuse par l'environnement autour d'elle. Elle était enroulée dans une couverture douce, allongée sur un lit qui semblait trop grand pour être réel. Les draps étaient si propres et parfumés qu'elle hésita avant de bouger, craignant qu'un mouvement ne fasse disparaître ce rêve. Assise, pieds nus, Anna regarda autour d'elle. Les murs étaient peints de tons clairs, décorés de tableaux élégants qui semblaient raconter l'histoire d'un monde qu'elle n'avait jamais connu. Une grande fenêtre laissait entrer la lumière du matin, baignant la pièce d'une chaleur douce. C'était un endroit accueillant, mais pour Anna, cela semblait impossible. Elle toucha le drap avec soin, comme pour s'assurer que tout était réel. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, la porte s'ouvrit doucement et Anna sursauta. Ricardo apparut, un sourire tranquille sur les lèvres, une plateforme dans les mains. « Bonjour » dit-il en entrant dans la chambre, marchant léger. Il posa la plateforme sur la table près du lit. « J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. » Anna regarda la plateforme, des tartines, du beurre, de la confiture, du jus d'orange et même un bol de fruits colorés. C'était plus de nourriture qu'elle n'avait vue en des semaines. « Tu peux manger autant que tu veux » dit Ricardo en souriant. Anna commença lentement, comme si elle craignait que quelqu'un ne lui prenne la nourriture. Mais peu à peu, elle se détendit et mangea jusqu'à se sentir satisfaite. « C'est délicieux » demanda Ricardo. « C'est très bon » répondit Anna avec sincérité, ce qui fit sourire Ricardo. Alors qu'il mangeait, Ricardo décida de partager un peu de sa vie. « Je n'ai pas d'enfant » commença-t-il d'une voix basse, « et ma maison est trop grande pour une seule personne. Parfois, je trouve que le silence est trop lourd. » Anna le regarda avec curiosité. « Tu vis seul ?»« Oui » répondit-il, croisant son regard. « Ma famille était très petite. Ma mère est décédée il y a quelques années et ma sœur, eh bien, elle a disparu il y a longtemps. » « Disparu ?» Ricardo acquiesça. « C'était avant ta naissance, probablement. Elle était plus âgée que moi et toujours très indépendante, mais un jour elle est simplement partie et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. » Anna ne répondit pas, mais elle semblait pensive. Ricardo remarqua que parler de sa sœur semblait le toucher plus qu'il ne l'aurait imaginé. Après le dîner, il la conduisit à la chambre qu'il avait préparée. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi » lui dit-il avant de partir. « Merci » murmura Anna, presque incrédule. Lorsque Ricardo ferma la porte, elle se coucha et fixa le plafond. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Pendant qu'Anna s'endormait, Ricardo réfléchissait dans son bureau. Son histoire restait pleine de lacunes, mais il savait qu'il y avait plus à découvrir. Ce bracelet, quelque chose à propos de lui semblait vaguement familier. Ricardo prit un carnet et fit une note rapide. Commencer à enquêter demain. Il savait qu'il devait en savoir plus sur Anna, et quelque chose en lui disait que ce n'était que le début. Ricardo passa une grande partie de la nuit à réfléchir à l'histoire d'Anna. Quelque chose chez elle le perturbait profondément. Sa fragilité était évidente, mais il y avait une force silencieuse dans ses yeux qui lui donnait l'impression qu'elle portait des secrets plus grands qu'elle ne voulait laisser paraître. Et ce bracelet ?
Assis dans son bureau, une grande pièce avec des étagères en bois sombre remplies de livres et de documents, Ricardo ne pouvait pas se débarrasser de l'image du pendentif au poignet d'Anna. Il y avait quelque chose de familier dans ce symbole, quelque chose qui semblait raviver un souvenir enfoui dans son esprit. Il soupira et ouvrit le tiroir de son bureau, en sortant une vieille boîte en bois qui avait appartenu à sa mère. À l'intérieur se trouvaient des photos de famille, des lettres jaunies par le temps et de petits objets chargés d'histoire. Il commença à examiner chaque élément avec soin, espérant trouver un indice pour résoudre le mystère du bracelet. Mais après des heures de recherche, il ne trouva rien. La connexion restait floue, comme un rêve oublié qui refuse d'être rappelé. Le lendemain matin, Anna descendit pour le petit déjeuner. Bien que son visage montrait des signes de fatigue, il y avait une lueur dans ses yeux, comme si la sécurité de l'environnement commençait à toucher son âme. Pourtant, sa posture restait hésitante, prête à fuir à la moindre alerte. Ricardo remarqua sa prudence et décida de l'aborder avec patience. Il attendait à la table, un sourire accueillant sur les lèvres. « Bonjour », dit-il alors qu'elle s'approchait. « Bonjour », répondit Anna d'une voix basse, s'asseyant lentement à la table. Il y avait des tartines, des fruits frais et du jus d'orange. Anna regarda la nourriture, mais semblait réticente à commencer. Ricardo attendit quelques secondes avant de lancer la conversation. « Tu as bien dormi ? » « Oui, merci », répondit Anna sans lever les yeux. Il hésita un moment avant de continuer. « Hier soir, j'ai remarqué ton bracelet. Il semble très spécial pour toi. » À ces mots, Anna instinctivement porta sa main à son poignet, protégeant l'objet. « C'est de ma mère », murmura-t-elle. « Elle me l'a donné avant de partir. »« Puis-je le voir ?» demanda Ricardo en maintenant un ton gentil. Anna resta silencieuse, évaluant si elle pouvait lui faire confiance. Après quelques secondes, elle tendit le bras. Ricardo prit le bracelet avec soin. Le cuir vieilli était doux au toucher, et le petit pendentif en métal portait un symbole gravé, une fleur stylisée dont les pétales se courbaient en spirale délicate. « Tu sais ce que signifie ce symbole ?» demanda Ricardo en lui rendant le bracelet. Anna secoua la tête. « Ma mère m'a juste dit que c'était important et que je ne devais jamais le perdre. » Ricardo ressentit un frisson. Il était presque certain d'avoir déjà vu ce symbole, mais sa mémoire insistait à lui faire défaut. « C'est un bel objet », dit-il en essayant de masquer son inquiétude. « Ta mère devait être une personne incroyable. » « Elle l'était », répondit Anna, les yeux embués de larmes. Après le petit déjeuner, Ricardo se rendit dans son bureau, mais son esprit était entièrement concentré sur le bracelet. Il commença à faire des recherches en ligne, tapant des descriptions détaillées du symbole dans l'espoir de trouver quelque chose de pertinent. À chaque image et article qui apparaissait, sa curiosité grandissait. Après des heures, il finit par trouver une piste. Le symbole semblait être lié à une communauté d'artisans qui fabriquaient des bijoux personnalisés dans une ville voisine. Déterminé, il prit son téléphone et appela Antonio, un historien qu'il connaissait bien dans la région. « Antonio, j'ai besoin d'un service », commença Ricardo en décrivant le symbole et en mentionnant la communauté d'artisans. « Ah, oui », répondit Antonio après un moment de réflexion. « Cela semble être le travail d'une famille spécifique. Ils étaient connus pour créer des pièces exclusives, mais je pense qu'ils ont arrêté il y a des années. Le patriarche de la famille, Raoul, vit toujours dans la ville. Peut-être qu'il pourra t'aider. » « Merci Antonio, c'est exactement ce qu'il me fallait. » Le lendemain, Ricardo se rendit dans la ville mentionnée. La maison de Raoul était petite et simple, mais elle dégageait un charme d'un autre temps. Le vieil artisan l'accueillit d'abord avec méfiance, mais en voyant la photo du bracelet que Ricardo avait discrètement prise, ses yeux brillèrent de reconnaissance. « Je me souviens de ce symbole », dit Raoul, sa voix rauque et ses doigts ridés caressant la photo. « C'était un design exclusif que j'ai créé pour une cliente il y a longtemps. » « Qui était la cliente ?» demanda Ricardo, son cœur s'accélérant. « Une jeune femme appelée Clara », répondit Raoul après un bref silence. « Elle voulait quelque chose de spécial pour sa fille. Elle m'a dit que la fleur représentait l'espoir. » Ricardo sentit l'air s'échapper de ses poumons. Clara, le nom de sa sœur disparue. Il rentra chez lui, son esprit en tourmente. Les pièces commençaient à s'assembler, mais les questions semblaient se multiplier. Pourquoi Clara n'avait-elle jamais parlé de cette fille, et ce qui lui était arrivé? À son retour, Ricardo trouva Anna dans le jardin. Elle était assise sur un banc, observant les fleurs d'un regard lointain. Ricardo s'approcha, essayant de dissimuler son inquiétude. « Salut Anna », dit-il doucement. « Salut », répondit-elle avec un petit sourire. «
Ricardo s'assit à côté d'elle. Tu aimes les fleurs? Anna acquiesça. Ma mère adorait ça. Elle disait que les fleurs étaient fortes, même si elles sont délicates, elles trouvent toujours un moyen de grandir, même dans les conditions les plus difficiles. Ricardo sentit ses yeux s'embuer. Cette phrase semblait tellement typique de Clara qu'il était impossible de ne pas faire la connexion. Il regarda Anna, et son cœur se remplit de tristesse et de détermination. Je te promets que je vais prendre soin de toi, dit Ricardo d'une voix ferme. Et je vais découvrir tout ce qui s'est passé, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir seule. Anna le regarda, évaluant ses paroles. Après quelques secondes, elle acquiesça légèrement, tenant le bracelet contre son cœur comme un bouclier contre le monde. Ricardo était de nouveau dans son bureau, plongé dans un tourbillon de souvenirs et d'émotions. Il avait passé des années à essayer d'oublier le vide que l'absence de Clara avait laissé, mais maintenant tout revenait en force, dévastateur. Au centre de son bureau, la photo du bracelet d'Anna semblait plus qu'un simple objet. C'était un morceau d'un puzzle qu'il n'avait jamais su qu'il devait résoudre. Le design exclusif, les mots de Raoul, l'artisan, et la connexion inexplicable qu'il ressentait pour Anna, tout semblait pointer vers une vérité que Ricardo n'était pas prêt à admettre. Anna pourrait être la fille de Clara. Clara avait toujours été la personne la plus vibrante de la famille, l'âme libre qui semblait illuminer n'importe quel endroit qu'elle occupait. En tant que jeune frère, Ricardo l'admirait profondément. Il pouvait encore entendre sa voix dans sa tête, animée et pleine d'enthousiasme. Un jour, je vais voyager autour du monde, Rick, elle disait, les yeux brillants, et tu seras mon partenaire d'aventure. Mais la vie avait d'autres projets. Clara était tombée enceinte jeune, et Ricardo se souvenait du mélange de surprise et de joie qu'elle avait montré lorsqu'elle annonça la nouvelle. Il n'oubliera jamais le jour où elle lui montra le bracelet pour la première fois. Elle va le porter pour toujours, avait dit Clara en caressant le petit pendentif, et chaque fois qu'elle le regardera, elle saura qu'elle est en sécurité, peu importe où elle se trouve. Mais un jour, comme un éclair partant clair, Clara disparut sans avertissement, sans explication. Ricardo secoua la tête, tentant d'éloigner les souvenirs. Il n'avait que 19 ans à l'époque et la disparition de Clara avait dévasté toute la famille. Ses parents ne s'en étaient jamais complètement remis, et Ricardo avait trouvé dans le travail un moyen de gérer la douleur. Maintenant, en regardant Anna, il sentait que les anciennes blessures étaient en train de se rouvrir. Si Clara avait disparu avec une fille, pourquoi Anna était-elle là, seule et sans protection? Que s'était-il passé avec Clara? Ces questions le tenaient éveillé la nuit. Cet après-midi-là, Ricardo trouva Anna dans le jardin. Elle jouait avec un chat qui était apparu, et le sourire timide sur son visage illuminait l'atmosphère. Ricardo s'approcha doucement, ne voulant pas interrompre ce rare moment de tranquillité. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» demanda-t-il. Anna acquiesça, continuant à caresser le chat avec douceur. « Je réfléchissais » commença Ricardo, choisissant ses mots avec précaution. « Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connaissais. »« Qui ?» demanda Anna, la curiosité peinte sur son visage. « Ma sœur. Elle s'appelait Clara. Elle adorait les fleurs, tout comme toi. » Anna resta silencieuse, mais Ricardo sentit qu'elle était intriguée. Il savait qu'il était temps de partager un peu de son passé. « Tu sais, ma sœur a disparu il y a de nombreuses années, » dit-il d'une voix plus basse. C'était une personne incroyable, pleine de vie. Mais un jour, elle est partie, et nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'elle. « Tu as essayé de la retrouver ?» demanda Anna, sa voix hésitante mais pleine d'intérêt. « Nous avons essayé, mais en vain. C'était comme si elle avait disparu complètement. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce jour, j'ai promis que si jamais je rencontrais quelqu'un dans le besoin, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. » Anna le regarda, comme si elle essayait de décider si elle pouvait lui faire confiance. Après un moment de silence, elle dit « Je ne sais pas grand-chose de ce qui est arrivé à ma mère, mais je sais qu'elle m'aimait. Et elle me manque tous les jours. » Ricardo sentit son cœur se serrer. Il voulait dire à Anna qu'il pensait savoir qui elle était, mais il savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. Les jours suivants, il se consacra à protéger Anna tout en poursuivant son enquête. Il retourna parler à Raoul, l'artisan, dans l'espoir d'obtenir plus d'informations. Raoul semblait très préoccupé, comme s'il était pressé. Il se souvenait de l'histoire, mais il confirma que le bracelet était destiné à la fille de Clara, comme une sorte de talisman. Ricardo remercia Raoul et retourna chez lui avec une détermination renouvelée. Il savait qu'il devait découvrir ce qui était arrivé à Clara, pas seulement pour Anna, mais aussi pour honorer sa sœur. Cette nuit-là, alors qu'il fouillait dans une vieille boîte de souvenirs dans son bureau,
Ricardo trouva une photo de Clara. Elle souriait, les cheveux au vent, un bouquet de fleurs sauvages dans les mains. L'image suscita une vague de souvenirs et d'émotions. Sans réfléchir, il emporta la photo et alla la montrer à Anna, qui était assise sur le canapé, feuilletant un livre. « Je voulais te montrer ça », dit-il en lui tendant la photo. Anna prit la photo délicatement, les yeux écarquillés. « C'est ma mère », dit-elle presque en chuchotant. Le cœur de Ricardo s'emballa. Il s'agenouilla à côté d'elle, observant la photo avec une attention renouvelée. « Tu en es sûr ?» « Oui », répondit Anna, des larmes coulant sur son visage. Elle me montrait toujours une photo comme celle-ci et disait que c'était quand elle était jeune. Ricardo ressentit un mélange de joie et de tristesse. Joie de trouver enfin une connexion concrète avec Clara, mais tristesse de se rendre compte à quel point Anna avait souffert sans sa mère. « Cela signifie que tu es ma nièce », dit-il d'une voix tremblante. Anna le regarda, surprise. « Tu es mon oncle ?» Ricardo acquiesça, tenant doucement sa main. « Oui, Anna, et je te promets que je vais prendre soin de toi. Tu ne seras plus jamais seule. » Anna serra la photo contre son cœur, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait trouvé un endroit où elle appartenait. Ricardo était assis dans son bureau, fixant les papiers éparpillés sur sa table. Les informations qu'il avait collectées au cours des derniers jours semblaient pointer vers Carlos, le beau-père d'Anna, comme une pièce clé pour découvrir ce qui était réellement arrivé à Clara. Il avait suffisamment de preuves pour relier Anna à sa sœur, mais il y avait encore des trous dans l'histoire qu'il ne pouvait ignorer. Pourquoi Clara avait-elle disparu? Que s'était-il passé dans les dernières années de sa vie? Et comment Anna avait-elle fini sous la garde d'un homme aussi méprisable? Décidé à obtenir des réponses, Ricardo prit son téléphone et appela un contact à la police locale. Peu après, il savait exactement où trouver Carlos. Avant de partir, il se rendit dans le salon où Anna était en train de lire un livre sur le canapé, avec le chat qu'elle avait adopté confortablement blotti à ses côtés. « Je reviendrai bientôt », dit-il en essayant de paraître calme. « Reste ici, tout va bien. » Anna acquiesça, mais le regard inquiet qu'elle lança à Ricardo montrait qu'elle savait qu'un événement important était sur le point de se produire. Carlos était assis sur son canapé, entouré de bouteilles vides et d'emballages de nourriture éparpillés sur le sol. La maison reflétait son abandon et son mépris pour tout autour de lui. Lorsqu'il entendit les coups frapper à la porte, il grogna de frustration. « Qui diable est-ce à cette heure-là » murmura-t-il en se levant péniblement. En ouvrant la porte, il trouva Ricardo, qui le fixait avec une expression ferme et déterminée. « Qui êtes-vous » demanda Carlos d'un ton grossier. « Je m'appelle Ricardo. »« Je viens parler d'Anna » répondit Ricardo en entrant sans attendre qu'on l'invitait. Carlos plissa les sourcils, recula d'un pas, surpris par l'audace du visiteur. « Qu'est-ce qu'elle a ? Cette fille est ton problème maintenant. » Ricardo ferma la porte derrière lui et le fixa. « Oui, c'est mon problème. Mais ce que je veux savoir, c'est comment tu as osé la traiter comme de la merde. Et plus important encore, qu'est-ce qui est arrivé à sa mère ?» Carlos rit avec mépris et se laissa retomber sur le canapé, prenant une bouteille de bière vide et la faisant tourner entre ses doigts. « Je ne sais pas qui tu penses être, mais tu ne vas pas entrer ici pour me donner une leçon. Cette fille n'a jamais été ma responsabilité. Elle était dans ma maison parce que sa mère l'a laissée là. »« La laisser ?» demanda Ricardo en croisant les bras. « Tu avais le choix, Carlos. Tu aurais pu la traiter avec dignité, mais tu as préféré la faire souffrir. Pourquoi ?» Carlos haussa les épaules. « Elle n'est qu'une gamine. Tu penses vraiment que j'avais du temps ou de la patience pour m'occuper d'elle? J'ai dû assumer tout ça sans rien en retour. » Ricardo s'avança, les yeux durs. « Et Clara? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Carlos sembla un instant mal à l'aise, mais il cacha rapidement son émotion avec un rire sarcastique. « Clara est partie, c'est tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne veux même pas savoir. »« Tu mens, » dit Ricardo d'une voix basse, pleine de tension. « Et je ne m'arrêterai pas avant de découvrir la vérité. » Carlos rit à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de nerveux dans son expression. « Clara n'était pas une sainte, tu sais. Si elle a disparu, c'est qu'elle n'a pas pu gérer ses choix. » Ricardo fit encore un pas en avant, directement vers lui. « Tu sais plus que ce que tu dis, Carlos. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses pour l'instant, mais je vais découvrir ce qui s'est passé. Et quand ce jour viendra, tu devras rendre des comptes. » Carlos plissa les yeux, essayant de paraître menaçant. « Tu ne peux rien prouver, alors fais ce que tu veux, mec. Clara a disparu toute seule et la gamine est restée avec moi parce que personne d'autre ne la voulait.
Ricardo recula, le regard plein de mépris. Tu es un lâche, Carlos, et je vais m'assurer qu'Anna n'ait plus jamais à croiser le chemin d'une personne comme toi. De retour dans la voiture, Ricardo était furieux. Il savait que Carlos cachait quelque chose, mais il n'avait pas réussi à arracher la vérité dans cet instant. Pourtant, la conversation l'avait rendu plus déterminé que jamais. Il prit son téléphone et appela un détective privé en qui il avait confiance. « J'ai besoin que tu enquêtes sur le passé d'un homme nommé Carlos Nogueira, dit-il. Je veux tout savoir, ses antécédents, ses contacts, tout ce qui peut expliquer qui il est et ce qu'il a fait. » Lorsqu'il arriva chez lui, il trouva Anna toujours dans le salon, serrant le chat contre elle comme si cet animal était son ancre. En le voyant, elle leva les yeux, et Ricardo perçut le mélange de soulagement et d'inquiétude sur son visage. « Tu es allé lui parler, n'est-ce pas » demanda Anna, la voix prudente. « Oui » répondit Ricardo en s'asseyant à ses côtés. « Il n'a pas été honnête, mais je m'y attendais. Je t'ai promis que je prendrais soin de toi, Anna, et je vais tenir cette promesse. Carlos ne fera plus jamais partie de ta vie. » Anna soupira, semblant soulagée, mais quelque chose de sombre brilla dans son regard. Il disait toujours que j'étais un problème, que je ne devrais pas être là. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ricardo prit sa main délicatement. Il avait tort. Tu n'as jamais été un problème, Anna. Tu es une fille incroyable, et tu ne méritais rien de ce qu'il t'a fait. Elle acquiesça lentement, mais Ricardo savait qu'il faudrait du temps avant qu'elle ne croie totalement en ses mots. Plus tard, dans la soirée, Ricardo reçut un appel du détective. « Ricardo, je crois qu'on a trouvé quelque chose qui pourrait être utile, » dit le détective. Il y a des enregistrements montrant que Carlos a reçu une somme importante d'une source inconnue peu avant la disparition de Clara. Il semble qu'il ait traversé de graves difficultés financières à l'époque. Le cœur de Ricardo s'accéléra. Cela confirmait ses soupçons, Carlos avait un rôle beaucoup plus important dans la disparition de Clara qu'il n'en avait admis. « Continue à enquêter, » dit Ricardo. « Je veux tous les détails. » Pendant qu'Anna dormait dans la chambre à côté, Ricardo resta dans son bureau à analyser tout ce qu'il avait collecté jusqu'à ce moment. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il savait que la prochaine étape serait encore plus difficile. Tenant la photo de Clara entre ses mains, Ricardo murmura pour lui-même « Je te le promets, Clara, je ferai ce que tu aurais fait. Je vais protéger ta fille, peu importe ce que cela coûte. » Ricardo se réveilla tôt ce matin-là, plus déterminé que jamais à découvrir la vérité. L'appel du détective la veille résonnait encore dans son esprit, apportant un mélange d'espoir et d'urgence. Il sentait qu'il était plus près que jamais de comprendre ce qui était arrivé à Clara et comment Anna était liée à cette histoire. En prenant son café, il passa en revue les informations méticuleusement organisées sur sa table. La pièce maîtresse semblait être l'argent que Carlos avait reçu peu avant la disparition de Clara. La somme était importante et venait d'une source inconnue. Mais qui avait payé Carlos ? Et plus important encore, pourquoi ? Ricardo savait que les réponses ne se trouvaient pas dans les documents, mais dans les personnes qui avaient connu Clara avant sa disparition. Il décida de revisiter les souvenirs du passé, en commençant par une vieille voisine de sa famille. Sa première destination fut la maison de Lourdes, une femme âgée qui avait toujours été une observatrice attentive du quartier. Lourdes était connue pour sa curiosité, à l'époque, elle avait une relation particulière avec Clara. Ricardo frappa à la porte de la petite maison de Lourdes, et après quelques secondes, elle apparut, souriante chaleureusement. « Ricardo, mon garçon. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Bonjour, Madame Lourdes, » dit Ricardo en essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. « Je cherche à en savoir plus sur ce qui est arrivé à Clara avant sa disparition. Vous vous souvenez de quelque chose qui pourrait m'aider ?» Le sourire de Lourdes s'effaça lentement, remplacé par une expression inquiète. « Ah, Ricardo, je suis désolé pour ta famille. Clara était une bonne fille, mais elle traversait des moments très difficiles. Elle m'a parlé de ce qu'elle vivait ? Demanda-t-il en se penchant légèrement. Elle venait ici de temps en temps, en pleurant, dit Lourdes, la voix chargée d'émotion. Elle disait qu'elle devait protéger son bébé à tout prix, mais elle ne m'a jamais expliqué pourquoi. Je lui ai proposé de l'aider, mais Clara insistait pour résoudre tout ça toute seule. Le bébé, murmura Ricardo, plus pour lui-même que pour Lourdes. Elle n'a jamais mentionné de nom, répondit Lourdes en fronçant les sourcils, pensive. Mais je me souviens de les avoir vus discuter une fois dans la rue. L'homme semblait très contrôlant, et Clara était visiblement effrayée. Ces mots firent une nouvelle piqûre d'indignation et de tristesse dans le cœur de Ricardo.
Il remercia Lourdes et quitta sa maison avec un cœur lourd, mais avec une nouvelle pièce du puzzle. Cet après-midi-là, il visita un autre endroit chargé de souvenirs, l'église où Clara avait l'habitude de se rendre. Il savait qu'elle avait une relation proche avec le prêtre local et peut-être qu'il pourrait se souvenir de quelque chose d'important. Le père Miguel était un homme âgé, aux cheveux blancs et à la voix douce. Il reçut Ricardo avec un sourire accueillant. « Ricardo, mon fils, que puis-je faire pour toi ?» demanda le prêtre. « Père Miguel, j'ai besoin de votre aide. C'est à propos de ma sœur Clara, vous vous en souvenez ?»« Ah oui, je me souviens très bien, » répondit le prêtre en croisant les bras. Clara était une jeune fille au cœur pur, mais elle traversait beaucoup d'épreuves. Elle m'a parlé de quelque chose concernant un bébé avant de disparaître. Le prêtre hocha la tête, son expression devenant plus sérieuse. Oui, elle est venue ici juste avant de partir. Elle avait peur, disait qu'il y avait des gens dangereux autour d'elle et qu'elle craignait pour l'avenir de sa fille. Elle a dit qui c'étaient ces gens, demanda Ricardo. Le prêtre soupira. Elle évitait d'en parler, mais elle m'a demandé de prier pour la sécurité de sa fille. Ces paroles confirmèrent ce que Ricardo redoutait. Clara savait qu'elle était en danger, mais elle avait choisi d'affronter seule cette menace pour protéger sa fille. De retour chez lui, Ricardo commença à assembler les pièces. Lourdes avait mentionné un homme contrôlant, et le prêtre avait confirmé que Clara sentait qu'elle était entourée de menaces. La connexion entre Clara et Anna semblait désormais incontestable. Anna était sa nièce. Il regarda le bracelet d'Anna posé sur la table, le petit pendentif, un symbole de protection, semblait porter plus de sens que jamais. Ricardo ressentit une vague de tristesse, mais aussi de détermination. Clara lui avait laissé cet objet pour s'assurer qu'Anna savait qu'elle était protégée, et maintenant c'était à lui d'honorer ce geste. Pendant que Ricardo se plongeait dans ses recherches, Carlos préparait un autre coup. Il savait qu'Anna était avec Ricardo et il voyait là une opportunité de manipulation. Il attendit que Ricardo parte pour appeler Anna. Le téléphone sonna et Anna décrocha, hésitante. « Allô ? » « Salut Anna, » dit la voix de Carlos, étrangement douce. « Comment tu vas ?» Anna se figea. C'était la première fois que Carlos lui parlait ainsi. « Je vais bien, » répondit-elle d'une voix basse. « Tu sais, je pensais à toi. Peut-être que j'ai été un peu dur, » poursuivit Carlos, son ton presque convaincant. « Je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Anna ne savait pas comment répondre. Bien que ses mots paraissaient différents, la voix de Carlos la mettait mal à l'aise. « Ricardo s'occupe de moi, » dit-elle finalement. « Ah, bien sûr, » répondit Carlos avec un ton de mépris déguisé qu'Anna ne remarqua pas. « Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. » « D'accord, » murmura Anna avant de raccrocher. Mais la sensation de malaise persista. Lorsque Ricardo revint, il trouva Anna assise dans le salon, le regard distant. « Ça va ?» demanda-t-il en s'asseyant à ses côtés. « Carlos a appelé » dit-elle, hésitante. Le corps de Ricardo se tendit immédiatement. « Est-ce qu'il voulait ?» Il m'a demandé comment j'allais, mais il n'avait pas l'air sincère. Ricardo prit une profonde inspiration, luttant pour contenir sa colère. « Écoute, Anna » commença-t-il en prenant ses mains. « Carlos n'est pas digne de confiance. Il veut juste te manipuler pour en tirer un avantage. » « Pourquoi il ferait ça ?»« Parce qu'il est égoïste et cruel, » répondit Ricardo sincèrement. « Mais je te promets que je vais te protéger, quoi qu'il arrive. » Anna serra ses mains avec force. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'aurait plus à tout porter seule. « Je crois en toi, » dit-elle, sa voix pleine d'émotion. Ricardo sourit, ressentant le poids de la responsabilité, mais aussi une nouvelle lueur d'espoir. Il était plus que jamais déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour offrir à Anna la sécurité qu'elle méritait. Ricardo passa la nuit sans dormir. L'appel du détective résonnait encore dans son esprit, apportant une combinaison d'espoir et d'anxiété. Il se sentait plus près que jamais de découvrir la vérité qu'il avait tant cherché. Assis dans son bureau, il regardait la photo de Clara, désormais encadrée sur la table. Les souvenirs de sa sœur surgissaient en flash. Le son de son rire, la manière dont elle trouvait toujours de la beauté dans les petites choses, et la douleur de sa disparition. Ricardo avait tant de questions sans réponse. Pourquoi Clara n'avait-elle jamais demandé d'aide? Pourquoi avait-elle fait confiance à quelqu'un comme Carlos? Et surtout, que lui était-il réellement arrivé? Le réveil marquait 7 heures du matin quand son téléphone sonna. C'était le détective. Ricardo répondit immédiatement, essayant de rester calme. « Ricardo, j'ai trouvé ce que tu cherchais, » dit l'homme, sa voix pleine de gravité. « Je t'envoie les fichiers tout de suite. »
Il y a un lien direct entre Carlos, Clara et Anna. Le cœur de Ricardo s'emballa dès qu'il reçut l'email. Il ouvrit les fichiers et commença à les analyser. Les documents confirmaient ce qu'il redoutait. Clara avait donné naissance à une petite fille, Anna, avant de disparaître. Des registres financiers montraient que Carlos avait reçu une grande somme d'argent d'un homme qui semblait avoir une relation conflictuelle avec Clara. Parmi les papiers, il y avait une lettre manuscrite trouvée dans les affaires de Clara, des années après sa disparition. Ricardo lut les mots avec la voix nouée, « Si quelque chose m'arrive, prends soin d'elle. Anna est tout ce que j'ai de plus précieux au monde. » Ricardo ferma les yeux, sentant le poids des mots de sa sœur. Il avait enfin toutes les réponses, Anna était sa nièce. Plus que cela, Clara lui avait confié, sans le savoir, la responsabilité de prendre soin d'Anna. Ce même jour, Ricardo décida de parler à Anna. Il la trouva dans le jardin, jouant avec le chat qu'elle avait adopté. Le cadre était calme, mais Ricardo sentait que ce moment serait déterminant. « Anna » appela-t-il doucement, en faisant signe vers un banc à l'ombre d'un arbre. « On peut parler un peu ?» Anna acquiesça, remarquant dans l'expression sérieuse de Ricardo que c'était quelque chose d'important. Ils s'assirent côte à côte, et Ricardo prit les petites mains d'Anna dans les siennes. « J'ai quelque chose de très important à te dire », commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Quelque chose que tu dois savoir sur ta mère et sur toi. » Anna fronce les sourcils, sa curiosité mélangée à un léger nervosisme. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Ricardo prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai passé beaucoup de temps à essayer de découvrir plus sur toi et sur ce qui est arrivé à ta mère, et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé les réponses. » Anna se pencha légèrement en avant, la tension évidente sur son visage. « Des réponses sur quoi ? » ?»« Sur qui tu es. Sur qui était ta mère, dit-il, serrant légèrement ses mains. « Anna, tu es ma nièce. Clara, ta mère, était ma sœur. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Anna resta complètement immobile, les yeux écarquillés, alors qu'elle assimilait les paroles qu'elle venait d'entendre. « Ma mère était ta sœur » murmura-t-elle, la voix hésitante. « Oui, Anna » répondit Ricardo, la gorge serrée. « Cela signifie que tu fais partie de ma famille, et cela signifie aussi que, même sans le savoir, tu n'as jamais été seule. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Anna. Ricardo n'hésita pas une seconde et la prit dans ses bras, ressentant la fragilité et la force mélangées dans la petite silhouette qu'il tenait contre lui. Anna ne résista pas, au contraire, elle se serra contre lui comme si c'était son ancre, enfin permettant aux barrières de tomber. « Je pensais toujours que je n'avais personne » chuchota-t-elle, la voix tremblante et pleine d'émotion. « Je pensais toujours que j'étais seule. »« Je suis tellement désolé, Anna » dit Ricardo, la voix défaillante alors que des larmes remplissaient ses propres yeux. « Je suis tellement désolé pour tout ce que tu as traversé. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour te retrouver. Mais maintenant je suis là, et je te promets que je ne te laisserai plus jamais te sentir comme ça. » Ils restèrent ainsi un long moment, dans un silence chargé de signification. Pour Ricardo, c'était un mélange de soulagement et de douleur. Pour Anna, une sensation d'appartenance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après un moment, Anna se détacha légèrement, toujours tenant la main de Ricardo. « Ma mère, elle m'aimait tellement, n'est-ce pas ?»« Oui, Anna, » répondit Ricardo. « Clara t'aimait plus que tout au monde. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour te protéger. » Ricardo sourit doucement, essuyant une larme sur le visage d'Anna. « Et maintenant, c'est à mon tour de faire de même. » Anna sourit également, timide mais sincère. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait un foyer, même si elle était encore en train de découvrir ce que cela signifiait. Cette nuit-là, Ricardo décida de faire un geste symbolique. Il prit le bracelet d'Anna, qui était sur la table du bureau, et le lui apporta. Anna était dans sa chambre, feuilletant un livre, mais leva les yeux lorsqu'il entra. Ricardo s'assit à côté d'elle et plaça le bracelet autour de son poignet. « Ce n'est pas seulement un souvenir de ta mère, » dit-il doucement. « C'est un symbole de tout ce qu'elle croyait, et maintenant c'est aussi un symbole de notre lien. » Anna regarda le bracelet, puis tourna son regard vers Ricardo, le serrant dans ses doigts. « Merci, » dit-elle à voix basse, mais avec une sincérité qui réchauffa le cœur de Ricardo. Plus tard, dans son bureau, Ricardo regarda à nouveau la photo de Clara. Il toucha le cadre avec soin, comme un rituel. « Je t'ai retrouvée, Clara » murmura-t-il. « Et je promets que je vais prendre soin d'elle, comme tu voulais. Elle est en sécurité maintenant. » Alors que la nuit avançait, une nouvelle détermination naissait en Ricardo.
Il savait que la prochaine étape serait de s'assurer que Carlos n'ait plus jamais d'influence sur Ana. La justice devait être rendue, et il était prêt à lutter jusqu'au bout pour honorer l'héritage de sa sœur. Le matin suivant, Ricardo se réveilla avec une détermination renouvelée. Après des semaines d'enquête et de connexions minutieuses entre les points du passé de Clara et d'Ana, il savait que le moment était venu d'agir. Carlos avait fait souffrir Ana pendant trop longtemps, et maintenant Ricardo avait les preuves nécessaires pour exposer ses actions à la justice. Il passa une grande partie de la matinée dans son bureau, organisant les documents. Il y avait des registres financiers suspects reliant Carlos à des transactions obscures avant la disparition de Clara, ainsi que des témoignages de négligence et d'abus envers Ana. La lettre de Clara, trouvée parmi ses affaires, était la pièce la plus dévastatrice, une preuve émotionnelle et irréfutable que Clara craignait pour sa sécurité et celle de sa fille. « Je suis prêt à présenter ça aux autorités », dit Ricardo à l'avocat, sa voix ferme. « Avec ces preuves, nous avons un dossier solide », répondit l'avocat de l'autre côté du téléphone. « Nous allons porter plainte immédiatement. » Dans l'après-midi, Ricardo se rendit au commissariat accompagné de l'avocat. Il remit le dossier complet au délégué en charge, expliquant en détail la négligence de Carlos et les événements suspects entourant la disparition de Clara. « Carlos a un historique d'abus envers Ana », dit Ricardo, l'indignation évidente dans sa voix. « Et il est clair qu'il était impliqué dans quelque chose de sombre au moment où ma sœur a disparu. » Le délégué écouta attentivement et examina les documents. « Avec ces preuves, nous pouvons entamer une enquête officielle », assura-t-il. Lorsque Ricardo quitta le commissariat, il se sentit plus léger, comme si un poids s'était envolé de ses épaules. La justice était enfin en marche. Pendant ce temps, Carlos était chez lui, complètement ignorant de ce qui se passait. Il vivait dans l'illusion que personne n'oserait défier sa version des faits. Mais cette illusion se brisa cette nuit-là, lorsqu'à accent grave 2 policiers frappèrent à sa porte. « Carlos Nogueira » demanda l'un d'eux. « C'est moi. Que se passe-t-il » répondit Carlos en essayant de paraître indifférent. « Vous êtes convoqué pour fournir des éclaircissements sur des accusations de négligence et d'abus envers un mineur. » Le policier montra un mandat. Carlos tenta de répliquer, mais la fermeté des policiers le réduisit au silence alors qu'il était escorté jusqu'à la voiture. Il commença à comprendre que son impunité était en train de prendre fin. Au commissariat, Carlos tenta de minimiser les accusations, affirmant qu'Ana avait toujours été difficile et qu'il avait fait ce qu'il fallait pour la garder sous contrôle. « Je n'ai jamais voulu cette fille », dit-il froidement, sans se rendre compte de la gravité de ses propos. « Je l'ai gardée parce que je n'avais pas d'autre choix. » Ces déclarations furent enregistrées et ajoutées au rapport de l'enquête. L'équipe de recherche commença à trouver des incohérences dans les témoignages de Carlos, et les registres financiers fournis par Ricardo renforçaient la suspicion qu'il était impliqué dans des activités illégales. Pendant ce temps, Ricardo se concentrait sur la stabilité d'Ana. Il savait que même si la justice commençait à se mettre en place, ce qui importait le plus, c'était de garantir qu'elle se sente en sécurité. Un après-midi tranquille, Ricardo trouva Ana dans le jardin, jouant avec le chat. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Ana souriait plus souvent et semblait plus légère, comme si le nuage de peur qui l'accompagnait s'était enfin dissipé. « Tu sembles plus heureuse », commenta Ricardo en s'assoyant à ses côtés. « Je me sens plus en sécurité », répondit Ana en le regardant. « Avant, j'avais peur de tout, mais maintenant, je sens que tout va bien se passer. »« Et ça va, Ana », répondit Ricardo en lui tenant la main. « Tu ne devras plus jamais traverser quelque chose de similaire. » Ana sourit, et Ricardo sentit que, pour la première fois, il aidait à montrer le chemin vers la guérison. Pendant que la bataille juridique se poursuivait, l'affaire contre Carlos avançait rapidement. Sur la base des preuves présentées, il fut formellement accusé de négligence et d'abus envers mineurs. De plus, l'enquête sur son implication dans la disparition de Clara continuait. Lors de l'audience initiale, Ricardo se présenta comme témoin, accompagné d'Ana. Carlos, visiblement mal à l'aise, évitait de les regarder. Malgré ses tentatives pour justifier ses actions, le tribunal ne fut pas convaincu, mais le témoignage d'Ana fut le moment clé. Nervieuse, mais déterminée, elle décrivit les années de négligence et de mauvais traitements subis de la part de Carlos. « Il disait toujours que je n'étais rien », déclara Ana, sa voix tremblante mais pleine de sincérité. « J'ai essayé d'être suffisamment bonne pour lui, mais rien de ce que je faisais n'était suffisant. Je voulais juste qu'il m'aime, mais il n'a jamais essayé. » Les mots d'Ana résonnèrent profondément dans la salle. Même les regards les plus durs exprimèrent de la compassion pour ce qu'elle avait enduré.
À la fin du procès, Carlos fut reconnu coupable de négligence et d'abus envers mineurs. Il reçut une peine garantissant qu'il ne représenterait plus jamais une menace pour Ana. De plus, l'enquête sur la disparition de Clara prit de l'ampleur, de nouveaux détails étant révélés. De retour chez lui ce soir-là, Ricardo prépara un dîner spécial pour Ana. La table était dressée avec soin, et l'ambiance était plus légère que jamais. « Je voulais célébrer », dit Ricardo en levant un verre de jus. « À l'avenir. » Ana sourit, levant également son verre. « À l'avenir. » Pendant le dîner, le soulagement était palpable. Pour la première fois depuis des années, Ana sentait qu'elle pouvait commencer à construire une nouvelle vie, loin de la peur et de la douleur qui avaient marqué son enfance. Plus tard, Ricardo regarda la photo de Clara dans son salon. « Clara, nous avons réussi », murmura-t-il. « Ana est en sécurité, et je vais continuer à veiller sur elle comme tu le voulais. » Avec le cœur plus léger, Ricardo savait que, même si la douleur du passé ne disparaîtrait jamais complètement, l'avenir d'Ana serait bien différent. Un avenir fait d'amour, de sécurité et d'espoir. La condamnation de Carlos apporta un soulagement, mais n'apportait pas de réponse à Ricardo. L'absence de Clara pesait toujours sur eux comme une ombre, et Ana, bien que plus calme, posait des questions auxquelles il ne savait pas répondre. « Tonton Ricardo, est-ce qu'un jour je vais me souvenir de plus de ma mère ?» demanda Ana un soir, en arrosant les fleurs dans le jardin. « Je suis sûr que oui », répondit Ricardo en souriant. « Et quand ce sera le cas, je veux entendre chaque détail. » 2 semaines plus tard, le détective revint avec des informations. Augusto, apparemment un homme d'affaires, avait quitté la ville des années plus tôt et gérait désormais un petit hôtel dans une ville côtière. Ricardo prépara immédiatement sa valise. Avant de partir, il s'agenouilla devant Ana. « Je dois résoudre quelque chose d'important », expliqua-t-il. « Je te promets que je reviendrai vite. »« Tu vas découvrir plus de choses sur maman ?» demanda Ana, en tenant sa main. « Oui », répondit Ricardo en serrant doucement sa main. « Et nous allons découvrir cela ensemble. » Arrivé dans la ville côtière, Ricardo trouva l'hôtel d'Augusto. C'était un endroit simple mais bien entretenu, avec une vue sur la mer. Dans le hall, il demanda à parler au propriétaire, et quelques minutes plus tard, Augusto arriva. C'était un homme grand, aux cheveux grisonnants, avec des yeux fatigués et une expression méfiante. « Vous êtes Augusto ?» demanda Ricardo. « Qui est-ce qui demande ?» répondit Augusto, croisant les bras. « Je m'appelle Ricardo et je suis le frère de Clara. Je dois vous parler de ce qui lui est arrivé. » Le nom de Clara fit pâlir Augusto, qui regarda autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. Il fit un signe à Ricardo de le suivre dans une pièce à l'arrière. Une fois assis, Augusto parut hésiter à parler. « Pourquoi êtes-vous venu maintenant, après toutes ces années ?» demanda-t-il. « Parce que j'ai enfin trouvé des indices qui m'ont mené jusqu'à vous », répondit fermement Ricardo. « Ma sœur a disparu, et ma nièce a passé des années à souffrir entre les mains d'un homme qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Je dois savoir ce que vous savez. » Augusto soupira profondément avant de commencer. « Clara était spéciale, » dit-il, la voix lourde de regret. Mais elle fuyait, pas seulement Carlos, mais quelque chose de plus grand. Ricardo fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire par quelque chose de plus grand ?»« Clara a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, » expliqua Augusto en détournant le regard. « Quelque chose qui impliquait des gens dangereux, des gens qui feraient tout pour garder leurs secrets enfouis. » Un nœud se forma dans l'estomac de Ricardo. « De quoi exactement parlons-nous ?»« Elle ne m'a jamais tout dit, » admit Augusto, les yeux baissés. « Mais je sais que ça avait à voir avec le travail qu'elle faisait avant de rencontrer Carlos. Elle m'a demandé de l'aider à disparaître, mais... » Il s'arrêta, regardant le sol. « Mais quoi ?» insista Ricardo, la tension montant dans sa voix. « J'ai échoué avec elle, » dit Augusto, la voix tremblante. « Je devais la protéger, mais je n'ai pas pu. » Ricardo sentit la colère monter. « Vous me dites que vous saviez que ma sœur était en danger et que vous n'avez rien fait ?»« J'ai essayé, » répondit Augusto, sincère. « Mais les gens qui étaient derrière elle étaient plus puissants que ce que je pouvais affronter. » Ricardo quitta l'hôtel avec plus de questions que de réponses. La mention de secrets et de personnes dangereuses ajoutait une nouvelle couche au mystère. Mais aussi frustrant que cela fut, il savait qu'il était plus proche de la vérité. De retour chez lui, il trouva Ana qui l'attendait dans le salon. « Tu as découvert quelque chose ?» demanda-t-elle, impatiente. Ricardo s'assit à côté d'elle et prit ses mains. « Pas encore tout, mais je suis plus proche », répondit-il en souriant doucement. « Et je te promets que nous allons découvrir cela ensemble. »
Anna sourit, mais Ricardo pouvait voir qu'elle était encore inquiète. Il savait qu'il devait aller plus loin, même si cela signifiait affronter des dangers qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Les jours suivants furent un mélange de détermination et d'incertitude pour Ricardo. Il savait qu'il faisait face à quelque chose de plus grand qu'il ne l'avait imaginé, mais il n'avait aucune intention de reculer. Le nom de Clara apparaissait sans cesse dans les récits d'Augusto, toujours associé à des situations dangereuses avant sa disparition. Passant des heures dans son bureau, Ricardo feuilletait le journal de Clara avec une attention renouvelée. Parmi les annotations, il trouva une phrase courte mais pleine de sens. « Si quelque chose va mal, le nom est dans les papiers ». Ricardo savait qu'il devait découvrir à quoi Clara faisait référence. Cependant, il n'y avait pas de document spécifique parmi ses affaires qui pointait directement vers ces papiers. Il se détermina à revisiter les archives au commissariat, même si cela signifiait fouiller dans les anciens rapports de l'affaire Carlos. Après des heures passées à parcourir des rapports jaunis et des documents annexés, il trouva une mention d'un placard scellé retiré de la maison de Carlos lors de l'enquête. « Où sont ces objets ?» demanda Ricardo au délégué dans la salle d'épreuves. « Vous pouvez y accéder, étant donné que vous êtes un proche parent de Clara », répondit le délégué. Dans la salle d'épreuves, Ricardo ouvrit le placard et trouva une collection apparemment sans valeur, des vêtements anciens, des livres, et au fond, une grosse enveloppe marquée du nom de Clara. À l'intérieur, des documents mélangeant des notes manuscrites et des coupures de presse sur une entreprise peu connue. En lisant, il réalisa que l'entreprise était une façade pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales. Clara avait noté des observations détaillées, suggérant qu'elle collectait des informations avant de disparaître. Une phrase écrite en particulier attira son attention, « Ils ne peuvent pas savoir que je sais ». Cette nuit-là, Ricardo rentra chez lui avec l'esprit en ébullition. Anna remarqua immédiatement son agitation. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, tandis qu'il s'asseyait avec un regard distrait. « Oui » répondit Ricardo, hésitant. « Ça semble plus grand que ce que je pensais. Ta mère était impliquée dans quelque chose de dangereux, quelque chose qui a pu causer sa disparition. » Anna baissa le regard, serrant le bracelet contre elle. « Elle essayait de protéger quelqu'un » dit Ricardo en posant la main sur son épaule. « Elle essayait de te protéger, et cela a peut-être tout coûté. » Les jours suivants furent consacrés à approfondir les investigations. Ricardo engagea à nouveau le détective, cette fois pour traquer l'entreprise mentionnée dans les documents. L'attention de Ricardo commença à grandir. Il remarqua des mouvements étranges, une voiture noire qui semblait se garer à tous les coins de rue qu'il empruntait, des appels silencieux commençant à le déranger la nuit. « Tonton Ricardo, ça va ?» demanda Anna un soir alors qu'il dînait. « Ça va » répondit-il en essayant de forcer un sourire. « Je suis juste fatigué. »« N'inquiète pas. » Anna acquiesça, mais quelque chose dans son regard montrait qu'elle ne croyait pas totalement. La découverte du détective fut perturbante. « Clara est tombée sur quelque chose de gros », annonça le détective. « Cette entreprise est une façade pour un réseau de blanchiment d'argent impliquant des figures influentes de la ville. Je pense qu'elle a découvert trop de choses. » Il continua, et quand elle a essayé de s'en échapper, ils l'ont réduite au silence. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Ricardo. Il savait qu'il faisait face à des ennemis dangereux. En revenant d'une réunion avec le détective, il remarqua que la voiture noire le suivait encore. Il décida d'agir. Il entra brusquement dans un parking bondé, sortit de la voiture et fixa le conducteur. L'homme, grand et en costume sombre, sortit du véhicule avec des pas calculés. Ses yeux froids et inexpressifs semblaient mesurer chaque mouvement de Ricardo. « Tu es en train de t'aventurer dans des eaux dangereuses », dit l'homme d'une voix basse et menaçante. « Mieux vaut laisser tomber. » Ricardo croisa les bras, son regard fixe sur l'inconnu. « Qui t'envoie ? » « Considère ça comme un avertissement, » répondit l'homme, avant de retourner dans sa voiture et de disparaître dans le trafic. De retour chez lui, Ricardo savait qu'il se rapprochait trop de la vérité, mais au lieu de se décourager, il sentit sa détermination se renforcer. « Je te promets, Clara, » murmura-t-il en regardant une photo de sa sœur, « je vais découvrir ce qui est arrivé et m'assurer qu'Anna ait la clôture qu'elle mérite. » Après la confrontation avec l'homme dans la voiture noire, Ricardo sentit la gravité de la situation s'intensifier. Il savait qu'il faisait face à des personnes ayant les ressources et le pouvoir de réduire au silence ceux qui s'approchaient trop près de leurs secrets, mais reculer n'était pas une option. Il devait protéger Anna et honorer Clara, peu importe le risque. Cette nuit-là, il revint sur les documents trouvés dans le placard d'épreuves, cherchant quelque chose qui pourrait identifier directement les responsables.
Parmi les coupures de presse et les notes de Clara, un nom ressortit, Jorge Castellano. C'était une figure obscure liée à l'entreprise de façade, connue dans les coulisses comme un manipulateur habile, mais toujours protégé par son pouvoir politique. Ricardo décida qu'il devait affronter Jorge. Si Clara l'avait croisé, cela pourrait expliquer sa disparition. Alors qu'il se préparait pour le prochain mouvement, il remarqua qu'Anna était plus inquiète que d'habitude. Elle ne disait rien, mais ses longs regards et ses questions fréquentes montraient qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. « Tu vas sortir encore » demanda Anna, hésitante, alors que Ricardo enfilait son costume. « Oui, mais je reviendrai vite » répondit-il en essayant de rester calme. « Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive. »« Je ne veux pas que rien ne t'arrive » dit-elle, la voix basse. Ricardo s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Rien ne m'arrivera, Anna. Je te promets que je fais attention, et tout cela, c'est pour nous. » Elle acquiesça, mais la peur était encore dans ses yeux. Ricardo réussit à organiser une rencontre avec Jorge, feignant d'être un homme d'affaires intéressé par des opportunités commerciales. Lorsqu'il fut conduit au bureau privé dans le club exclusif, il rencontra un homme d'âge moyen, élégant mais avec un regard acéré et calculateur. « Ricardo, n'est-ce pas » dit Jorge en s'asseyant. « Dites-moi ce qui vous amène ici. » Ricardo s'assit en gardant son calme. « Je suis venu parler de Clara. » Le nom fit se pencher Jorge en avant, les yeux plissés. « Clara ? Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années. Pourquoi vous intéressez-vous à elle ? » « Parce qu'elle était ma sœur, » répondit Ricardo directement. « Et je pense que vous savez ce qui lui est arrivé. » Jorge rit, mais il y avait de la tension dans sa voix. « Ça fait des années. Je ne sais pas où elle est. »« Je pense que vous savez, » répliqua Ricardo en posant un dossier avec des documents sur la table. « Ma sœur enquêtait sur vous et votre entreprise. Elle a laissé des traces qui montrent que vous vouliez la faire taire. » L'expression de Jorge se durcit. Il prit le dossier et feuilleta les documents rapidement. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, » dit Jorge, d'une voix basse et menaçante. « Laissez tomber, il y a des endroits que vous ne voulez pas explorer. » Ricardo croisa les bras, maintenant son regard ferme. « Et je vous conseille de me dire la vérité, ou je porterai tout cela aux autorités et je m'assurerai que vous payiez pour ce que vous avez fait. » Pendant un moment, il y eut un silence. Jorge semblait réfléchir à ses options, puis se pencha en avant. Clara ne savait pas la différence entre courage et imprudence, dit-il avec mépris. Elle a commencé à poser des questions et à s'impliquer dans des choses qu'elle ne comprenait pas. Quand on joue avec le feu, Ricardo, on finit par se brûler. Avant que Ricardo puisse répondre, 2 gardes de sécurité entrèrent dans la pièce, clairement instruits de mettre fin à la conversation. « C'est fini ici » dit Jorge en se levant. Ricardo quitta le club avec la sensation d'être suivi à nouveau. Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva Anna dans le salon, en train de lire un livre. Elle sembla soulagée de le voir entrer, mais son sourire s'effaça en voyant la tension sur son visage. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en fermant le livre. « J'ai découvert encore quelque chose » répondit Ricardo en s'asseyant à côté d'elle. « Mais plus on se rapproche, plus ça devient dangereux. » Anna resta silencieuse un moment avant de poser la question. « Tu penses que ces gens ont fait du mal à ma mère » Ricardo soupira. « Je pense que oui, Anna. Mais je ne vais pas laisser ces gens continuer à te faire du mal. » Le matin suivant, Ricardo reçut un appel du détective. Il y avait de nouvelles informations concernant Jorge Castellano, y compris des lieux possibles où Clara aurait pu être emmenée avant de disparaître. « J'ai trouvé un entrepôt en périphérie de la ville, qui apparaît dans les registres financiers de Jorge », expliqua le détective. « Clara a peut-être été là. » Ricardo conduisit jusqu'à l'endroit, un bâtiment isolé et presque abandonné. L'entrepôt était verrouillé et Ricardo dut passer quelques minutes à forcer la serrure. À l'intérieur, il était désordonné, avec des caisses empilées dans des coins poussiéreux. En cherchant, il trouva un carnet avec le nom de Clara écrit sur la couverture. Ses mains tremblaient alors qu'il feuilletait les pages. C'était un journal détaillé de tout ce que Clara avait découvert sur Jorge Castellano et ses opérations illégales. « Si quelqu'un trouve ça, sachez que j'ai essayé. J'ai tout fait pour Anna. Protéger ma fille » écrivit Clara. Ricardo sentit une pression dans sa poitrine en lisant les mots de sa sœur. Il savait qu'il se rapprochait de la vérité, mais aussi que le risque augmentait. Lorsqu'il retourna à la voiture, il remarqua un véhicule garé au loin. C'était la même voiture noire qui le suivait. Il accéléra, essayant de semer la voiture. Avec des larmes aux yeux, il murmura « Je voudrais me souvenir de plus d'elle. » « Et tu te souviendras »
promit Ricardo. Mais maintenant, il faut qu'on soit fort. Nous affrontons quelque chose de grand, mais nous n'abandonnerons pas. Anna acquiesça en serrant le bracelet à son poignet. Ricardo savait que la prochaine étape serait décisive. Il avait suffisamment de preuves pour exposer Jorge Castellano et son réseau, mais cela signifiait affronter des risques encore plus grands. Il regarda Anna et prit une décision. Peu importe ce qui se passait, il protégerait sa nièce à tout prix. La tension dans la maison de Ricardo était palpable. Avec le journal de Clara en main et les preuves accumulées contre Jorge Castellano, il savait qu'il était à un pas de tout dévoiler. Mais à chaque mouvement qu'il faisait, les signes qu'il était surveillé devenaient plus évidents. Ce matin-là, en prenant le café avec Anna, il remarqua qu'elle était plus silencieuse que d'habitude. Elle tripotait sa nourriture avec une fourchette, mais semblait perdue dans ses pensées. « Ça va, Anna ?» demanda Ricardo, tentant de cacher son inquiétude. « Je sens juste que quelque chose de mauvais va arriver », répondit-elle, levant enfin les yeux vers lui. Ricardo posa sa main sur la sienne. « Je sais que ça te fait peur maintenant, mais nous sommes plus proches de la vérité que jamais. Je te promets que je vais te protéger. » Anna acquiesça, mais l'incertitude demeurait dans son regard, et Ricardo savait qu'elle ressentait le poids de la situation autant que lui. Ricardo passa la journée à examiner les informations dans le journal de Clara. Les notes détaillaient comment elle avait découvert que Jorge Castellano utilisait la société de façade pour blanchir de l'argent, soudoyer des politiciens et faire taire des témoins. Sur l'une des pages, Clara mentionnait un fichier numérique contenant toutes les preuves, mais elle ne précisait pas où il se trouvait. Sans perdre de temps, Ricardo appela le détective. « Clara a mentionné un fichier numérique, dit-il. Vous avez trouvé quelque chose comme ça dans l'entrepôt ? » Non, mais on peut essayer de suivre ces appareils, répondit le détective. Ricardo se souvint que l'ancien ordinateur portable de Clara faisait partie des objets récupérés par la police. Il retourna à la police pour vérifier, et avec l'autorisation du délégué, il récupéra l'appareil. De retour au bureau, il brancha l'ordinateur et commença à fouiller les fichiers. Le système était lent et obsolète, mais toujours fonctionnel. Dans un dossier protégé par mot de passe, il trouva un document intitulé « Final ». Après quelques tentatives infructueuses pour deviner le mot de passe, Ricardo se souvint de la phrase que Clara disait toujours à Anna, « Les fleurs poussent même dans les ombres ». C'était le mot de passe. Le fichier contenait un rapport complet des opérations de Jorge Castellano, nom, date et transactions détaillées que Clara avait rassemblées. C'était suffisant pour détruire Jorge et son réseau entier. Pendant que Ricardo lisait le document, Anna entra dans le bureau et le regarda en silence. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-elle. « Tout, » répondit Ricardo en la regardant. « Ça suffit pour garantir que Jorge Castellano paiera pour ce qu'il a fait. »« Alors tu vas le livrer à la police ?» demanda Anna. « Oui, » répondit Ricardo avec fermeté. « Mais je dois être prudent. Ces gens feront tout pour se protéger. » Le lendemain, Ricardo programma une réunion avec le délégué pour remettre le rapport et les preuves. Il savait que c'était un mouvement risqué, mais nécessaire. Alors qu'il se préparait à partir, il remarqua que la voiture noire était à nouveau garée de l'autre côté de la rue. Cette fois, il ne tenta pas de semer la voiture. Il prit discrètement des photos et les envoya au détective avec un message « Découvrez qui me suit ». En route vers le commissariat, il sentit le poids du moment. Il mettait tout en jeu pour s'assurer que Clara obtienne justice et que Anna puisse vivre sans la peur constante qui la poursuivait. Lorsqu'il remit les documents au délégué, Ricardo expliqua la gravité de la situation. « Cela va faire tomber beaucoup de gens puissants », dit le délégué en examinant les preuves. « Vous êtes sûr d'être prêt pour ce qui va suivre ?» demanda le délégué. « Je ne le fais pas pour moi », répondit Ricardo fermement. « Je le fais pour Clara et Anna, et j'irai jusqu'au bout. » Alors qu'il rentrait chez lui, Ricardo sentit que les pas qu'il avait faits le mettaient dangereusement face à l'ennemi. Il savait que Jorge Castellano n'attendrait pas avant de riposter, mais cela ne l'intimidait pas. Cette nuit-là, alors que Ricardo et Anna dînaient, il remarqua qu'Anna semblait plus calme que d'habitude. Elle souriait timidement en racontant une anecdote sur le chat qui jouait dans le jardin. Cependant, soudainement, un doute sérieux traversa son regard. « Tu penses que ma mère savait que tout cela allait arriver ?» demanda Anna, serrant son couteau et sa fourchette. Ricardo prit un moment pour réfléchir, se souvenant des mots de Clara dans le journal. « Je pense qu'elle savait le risque, » dit-il. « Mais elle savait aussi que tu étais forte, et au fond, je crois qu'elle croyait que tu trouverais quelqu'un pour prendre soin de toi, quoi qu'il arrive. » Anna baissa les yeux, réfléchissant à ces mots, mais lorsqu'elle leva la tête,
il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Je crois qu'elle avait raison, dit-elle. » Ricardo ressentit un serrement au cœur en entendant ça, mais aussi une vague de détermination. Il savait qu'au-dessus de tout, Anna devait se sentir en sécurité, et il ferait tout pour garantir cela. Cette même nuit, Ricardo passait en revue à nouveau les documents lorsqu'il reçut un appel du détective. « Ricardo, les hommes qui te suivent travaillent pour Jorge Castellano. Ils savent que tu as les preuves. »« Et maintenant ?» demanda Ricardo, tendu. « Tu dois être prudent. Ils vont tenter de t'intimider, mais si tu agis vite, ils n'auront pas le temps de réagir. » Ricardo savait que les conseils du détective étaient judicieux, mais cela signifiait encore plus de prudence. Il était en train de traiter avec des gens qui n'hésiteraient pas à frapper, même si cela signifiait atteindre quelqu'un proche de lui. Le lendemain, Ricardo reçut un appel inattendu. « Monsieur Ricardo, c'est Jorge Castellano. » La voix de l'autre côté de la ligne était calme, mais pleine de menaces. « Je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. » Ricardo serra le téléphone dans sa main. « Que as-tu fait à Clara ?»« Clara a choisi de lutter contre une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner, » répondit Jorge, la voix froide. « Ne commets pas la même erreur. » Ricardo inspira profondément, contrôlant sa colère. « Je vais m'assurer que tu paies pour tout ce que tu as fait. C'est une promesse. » De l'autre côté, Jorge rit doucement. « On verra combien de temps tu pourras tenir ta promesse avant de tomber. » La ligne fut coupée, mais Ricardo savait que cette confrontation était inévitable. Cette nuit-là, alors qu'Anna dormait, Ricardo resta éveillé à planifier ses prochains mouvements. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. La seule façon de protéger Anna était de garantir que Jorge Castellano soit exposé publiquement et que la vérité sur Clara soit enfin révélée. En regardant la bracelet d'Anna posée sur la table, Ricardo murmura pour lui-même « Peu importe ce qui arrive, je vais te protéger, Anna, et je vais m'assurer que Clara obtienne la justice qu'elle mérite. » La publication de l'article et le témoignage contre Jorge Castellano mirent Ricardo en état d'alerte constant. Il savait que l'homme d'affaires ne se rendrait pas facilement et que ses alliés tenteraient de renverser la situation. Mais Ricardo croyait aussi qu'avec le soutien des autorités et l'attention des médias, ils étaient proches de démanteler le réseau de corruption qui avait détruit la vie de Clara. Le matin suivant, alors qu'il préparait le petit déjeuner pour Anna, Ricardo reçut un message vocal du délégué. « Ricardo, nous devons parler. Castellano est allé au commissariat, mais il a déposé une requête pour annuler le procès. Cela pourrait ralentir les enquêtes, mais nous travaillons à l'empêcher d'utiliser cela à son avantage. » Ricardo sentit son estomac se nouer. C'était exactement ce qu'il craignait, une manœuvre légale pour gagner du temps. Il décida de rester calme, surtout pour ne pas alarmer Anna, qui descendait bientôt dans la cuisine. « Bonjour, tonton, dit-elle avec un sourire timide. Il y a du nouveau sur l'affaire ? » « Nous avançons, répondit Ricardo en gardant un ton optimiste. Les choses se déroulent, mais ça pourrait prendre un peu de temps. Anna acquiesça, apparemment satisfaite de la réponse, mais Ricardo savait qu'elle suivait tout avec plus d'attention qu'elle ne le montrait. Alors qu'Anna était à l'école, Ricardo retrouva le délégué et le détective pour une réunion discrète afin de discuter des prochaines étapes. Le délégué expliqua que Jorge Castellano ne tentait pas seulement d'annuler les accusations, mais qu'il mobilisait aussi son influence pour intimider les témoins et discréditer Ricardo publiquement. « Il attaque sur tous les fronts, » dit le délégué en fronçant les sourcils. « Mais nous avons aussi de la force maintenant. Les médias sont de notre côté, et les documents que vous avez fournis sont solides. Il sait qu'il perd du terrain. C'est pour ça qu'il agit de façon aussi agressive, » ajouta le détective. Ricardo respira profondément, absorbant les informations. Il savait que si Jorge Castellano avait recours à des tactiques désespérées, cela signifiait que les preuves étaient suffisamment menaçantes. Ce même jour, en revenant chez lui, Ricardo se rendit compte qu'il était de nouveau suivi. Il conduisit dans des rues animées, essayant de confirmer ses soupçons, jusqu'à ce qu'il s'arrête à un feu rouge et voit le reflet d'une voiture noire dans son rétroviseur. Ricardo prit son téléphone et appela le détective. « Ils sont toujours derrière moi, dit-il. Je veux que vous localisiez cette voiture immédiatement. » « Je vais envoyer quelqu'un tout de suite, » répondit le détective. « Ne quittez pas votre voiture avant que nous ayons quelqu'un dans la zone. » Ricardo attendit calmement dans une station-service. Quelques minutes plus tard, la voiture noire accéléra et disparut dans la circulation. Il savait que les hommes de Castellano devenaient impatients et que les prochaines actions seraient encore plus dangereuses. À son arrivée à la maison, il trouva Anna assise sur le canapé avec une pile de livres à côté d'elle. «
Elle semblait distraite, mais en voyant l'expression tendue de Ricardo, elle posa les livres et courut vers lui. « Ça va ?» demanda-t-elle, les yeux remplis d'inquiétude. « Ça va », répondit Ricardo en forçant un sourire. « Juste une journée fatigante. » Il savait qu'il ne pourrait pas cacher la vérité à Anna pendant longtemps. Elle était intelligente et remarquait quand quelque chose n'allait pas. Après le dîner, tandis qu'il regardait une émission de télévision, Anna tourna son regard vers Ricardo et dit « Tonton, tu n'as pas besoin de me protéger de tout. Je sais que nous traversons une période difficile. » Ricardo soupira et prit sa main. « Je veux juste que tu te sentes en sécurité, Anna. Tout ce que je fais, c'est pour toi. »« Je me sens en sécurité, » répondit-elle, serrant sa main. « Parce que tu es avec moi. » Le lendemain, le témoignage de Roré Castellano était prévu pour 10 heures. Ricardo décida de suivre tout cela depuis l'extérieur du tribunal, tandis que les journalistes et les curieux se pressaient à l'entrée. Castellano arriva entouré de ses avocats, affichant une expression confiante qui semblait contredire la gravité des accusations. Pendant que l'audience se déroulait, Ricardo resta en contact avec le délégué et le détective, attendant des mises à jour. Il savait que ce serait un jour crucial et que chaque mot prononcé à l'intérieur du tribunal pourrait déterminer le dénouement de l'affaire. Lorsque Castellano quitta enfin le tribunal, son expression était différente. Il semblait tendu et les journalistes commencèrent à lui poser des questions insistantes. « Senor Castellano, comment répondez-vous aux accusations de blanchiment d'argent et de votre implication dans la disparition de Clara Martins ?» Castellano ne répondit pas, se dirigeant simplement vers la voiture qui l'attendait. Ricardo savait que l'étau se resserrait. De retour à la maison, il expliqua à Anna ce qui s'était passé. Elle écouta attentivement, un mélange de curiosité et de préoccupation dans les yeux. « Tu penses qu'il va être arrêté ?» demanda-t-elle. « Je pense qu'on est plus proche de ça que jamais », répondit Ricardo avec un sourire encourageant. Cette nuit-là, Ricardo reçut un appel du délégué. « Castellano a tenté de négocier un accord pour éviter la prison, mais nous avons refusé. Nous avons suffisamment de preuves pour le poursuivre en justice. » Ricardo sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Le chemin était encore long, mais enfin, il y avait de l'espoir que Roré Castellano paye pour ses crimes. Tandis qu'Anna dormait, Ricardo resta dans son bureau, observant le bracelet que Clara avait laissé à sa fille. Il savait que la lutte était loin d'être terminée, mais il sentait qu'il avait tenu sa promesse de protéger Anna et de chercher justice pour Clara. « Nous y sommes presque », murmura-t-il avec une détermination renouvelée. Le lendemain matin, alors que le soleil éclairait la maison, Ricardo et Anna se préparaient pour le jour qui marquerait la fin d'un long et douloureux parcours. Le procès de Roré Castellano était le couronnement de mois de lutte, de sacrifice et de courage. Les nouvelles à la télévision couvraient déjà l'histoire, mettant en avant le courage de Clara pour avoir rassemblé les preuves qui avaient exposé Roré et ses réseaux. Anna, assise sur le canapé à côté de Ricardo, tenait fermement le bracelet de sa mère. « J'aurais voulu qu'elle soit là pour voir ça », dit Anna, la voix tremblante. Ricardo la serra contre lui. « Elle est là, Anna. Dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous allons lui montrer que son sacrifice n'a pas été en vain. » Au tribunal, l'ambiance était tendue. Roré Castellano était entouré de ses avocats, mais la confiance qu'il affichait auparavant semblait vaciller. Ricardo, assis au fond de la salle, avec le journal de Clara en main, ressentait le poids du moment. Il savait que chaque mot prononcé dans ce tribunal déterminerait le dénouement, pas seulement pour Roré, mais pour tous ceux qui avaient été affectés par son réseau de crimes. Le procureur présenta les preuves méticuleusement, chaque page du rapport de Clara étant lue. L'impact de ces notes émut même les plus sceptiques dans la salle. Lorsque Roré fut appelé à témoigner, il tenta d'esquiver les questions, mais les avocats de l'accusation étaient implacables. « Senor Castellano, » dit le procureur en fixant le prévenu, « il n'y a aucun moyen de nier les preuves. Vous avez utilisé votre influence pour détruire des vies. Clara Martins n'a été qu'une des victimes de votre cupidité. Mais c'est grâce à son courage que nous sommes arrivés ici. » Pour la première fois, Roré resta silencieux. Lorsque le juge lut le verdict, le poids des mots sembla peser sur toute la salle du tribunal. Coupable. Roré Castellano fut condamné à 25 ans de prison, sans possibilité de recours immédiat. Ricardo ressentit une vague de soulagement et d'émotion l'envahir. Il ferma les yeux un instant, serrant le journal de Clara contre lui, comme s'il la remerciait de ne jamais avoir abandonné. En rentrant chez lui, Ricardo trouva Anna qui l'attendait dans le salon, les yeux fixés sur la porte. Lorsqu'il entra, elle courut vers lui, les yeux brillants d'attente.
Alors tonton, qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle. Il a été condamné, répondit Ricardo, en s'agenouillant devant elle. La justice a été rendue. Ta mère a enfin été entendue. Anna ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle enlaça Ricardo dans un câlin serré, laissant couler des larmes silencieuses sur son visage. C'était un moment de soulagement, mais aussi de tristesse, en raison de l'absence de Clara. Les semaines suivantes, la vie de Ricardo et d'Anna commença à trouver un rythme plus paisible. Avec Roré hors jeu et le danger éliminé, Ricardo put enfin se concentrer sur la création d'un environnement sûr et aimant pour Anna. Un après-midi, alors qu'il s'occupait du jardin, Anna regarda Ricardo et lui posa une question qui le toucha profondément. « Tu penses que ma mère savait que tout cela se terminerait ainsi ?» Ricardo, tenant une petite fleur qu'il venait de planter, répondit sincèrement. « Je pense qu'elle savait le risque, mais ça ne l'a jamais arrêté. Elle savait qu'aucun danger ne t'empêcherait d'avoir quelqu'un pour prendre soin de toi, et aujourd'hui, nous honorons son sacrifice. » Anna sourit légèrement en serrant la montre à son poignet. « Je voulais juste qu'elle puisse voir ça. » Elle le voit, répondit Ricardo, en montrant son cœur. Elle est en toi, dans tout ce que tu fais, et elle sera toujours là. Alors que le soleil se couchait, colorant le ciel de tons dorés et violets, Ricardo et Anna marchaient dans le jardin. Les fleurs qu'ils avaient plantées, ensemble commençaient à fleurir. Un simple mais puissant rappel que, même dans les moments les plus sombres, la vie peut trouver un moyen de renaître. Le passé faisait encore mal, mais Ricardo savait qu'ils avaient gagné quelque chose de précieux. Une nouvelle chance de commencer, avec la mémoire de Clara comme guide et inspiration. À ce moment-là, Ricardo regarda Anna et lui dit « Ta mère serait tellement fière de toi, Anna. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Anna sourit, un mélange de tristesse et d'espoir dans les yeux. Et à cet instant, alors qu'ils marchaient côte à côte, tous deux sentirent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être.